Nicolas Bavray, vous êtes essayiste, chroniqueur au Point. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, bien sûr, dont notamment La France qui tombe aux éditions Perrin en 2003, Chronique du déni français aux éditions Albin Michel, c'était en 2017. Vous dénoncez à travers la métaphore du déclin de la France l'intervention de l'État, notamment. On va en parler. Pour vous, la France est un pays qui a décroché économiquement, politiquement. En réalité, en fait, vous êtes tous les deux, avec Éric Zemmour, deux alarmistes. En tout cas, ne serait-ce qu'au titre de vos ouvrages, on peut se poser la question. Vous êtes tous les deux d'accord sur le constat, rien ne va plus en France. Pour commencer ce débat, je voudrais faire allusion à votre prochain livre. Alors, votre prochain livre sera sur Tocqueville, qui sortira le 9 janvier prochain. Le monde selon Tocqueville, combat pour la liberté, aux éditions Talendier. Alors, on a vu hier le Premier ministre annoncer sa réforme, ses mesures pour les retraites. Qu'aurait pensé Tocqueville de la méthode ? Tocqueville aurait été certainement un peu surpris parce que pour Tocqueville, la démocratie, c'est bien sûr le suffrage universel, c'est aussi des institutions de l'état de droit et c'est surtout, il l'a bien montré, la manière dont le pouvoir s'appuie sur le socle de la classe moyenne. Et ce qu'on constate aujourd'hui dans la crise de la démocratie un peu partout, et particulièrement en France, c'est que la classe moyenne a été fortement déstabilisée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'élément, dans le contrat social et dans le pacte, qui lie un peu tous les citoyens et qui fait les équilibres économiques, les retraites ont un poids très très important. Donc il ne faut s'approcher de ce genre de dossier que quand on est prêt et qu'on a bien réfléchi. Et si on veut y toucher, par ailleurs, il faut bien l'expliquer. Or, je crois qu'il y a eu ce double déficit, un déficit de pédagogie. On a simplement dit le régime universel par points, c'est l'égalité et c'est l'équilibre financier. Et très franchement, ça n'est pas exact. Et par ailleurs, on a eu un déficit de préparation, c'est-à-dire qu'on sur ces 42 régimes, on n'a pas du tout fait, on va faire bouger beaucoup les positions des uns ou des autres, et on n'a pas fait le travail qui était le travail d'examiner un peu les flux de redistribution, qui gagnait, qui perdait, et ce qui se passait réellement. C'est comme ça qu'on a réussi à faire peur finalement à 66 millions de Français. Éric Zemmour, la méthode Tocqueville. Alors, en fait, je sais que Nicolas Bavray, un de ses maîtres, c'est Tocqueville. En fait, il a une sainte trilogie. Sainte Trinité, c'est Benjamin Constant, Tocqueville et Raymond Aron. On pourrait même rajouter Élie Halévy dans l'entre-deux-guerres. Ah oui, mais là, je m'en tiens à ma trilogie. Ça ferait des mousquetaires. Voilà, exactement. Et c'est très intéressant parce que, en fait, qu'est-ce que dit Tocqueville? Moi, je suis un admirateur aussi de Tocqueville, mais vous allez voir, je ne le suis pas à la lettre. Je vous explique. J'espère bien. Non, je vous explique. Tocqueville, il dit un truc très simple et qui, à l'époque, au XIXe siècle, est fondamental. Il dit la démocratie, c'est le suffrage universel. Le suffrage universel, c'est la majorité du peuple. Donc, il y a un risque de tyrannie de la majorité sur les minorités. On est d'accord là-dessus. Et pour contenir cette tyrannie possible des majorités, il dit, c'est simple, il faut des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, c'est, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je ne crois pas, les juges, le fameux état de droit, la décentralisation, les collectivités locales, etc., et les associations diverses et variées. Et la presse. Et la presse. C'est très bien. Les médias. Aujourd'hui, parce qu'il faut voir que là, c'est au XIXe siècle. Dans la première partie du XXe siècle, on a la consécration des prophéties tocquevilliennes, c'est-à-dire on a la dictature de la majorité. On a les dictatures communistes, on a les dictatures fascistes, on a les dictatures nazies. On voit bien que tous les pouvoirs deviennent de plus en plus dits tyranniques et voire totalitaires. Et donc après la Seconde Guerre mondiale, on met en place un monde tocquevillien, en tout cas en Europe occidentale. C'est-à-dire qu'on érige le fameux état de droit où les juges ont de plus en plus de pouvoir, on donne du pouvoir aux associations, on décentralise. La France, c'est le pays qui va le moins loin dans la décentralisation, mais les autres, c'est une quasi-fédéralisation. Et là, les médias, vous l'avez dit vous-même, prennent une importance incroyable jusqu'à le quatrième pouvoir qui devient en vérité le premier pouvoir. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je pense que, vous connaissez la formule célèbre de Chesterton qui dit « le monde est plein de vertus chrétiennes devenues folles », je pense que le monde aujourd'hui est plein de vertus tocquevilliennes devenues folles. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où il y a trop de Tocqueville. C'est-à-dire que le juge a un pouvoir excessif, les associations sont alliées aux juges pour tyranniser la majorité et pour imposer la tyrannie des minorités, toutes ces associations antiracistes, féministes, LGBT, etc. Et les médias ont trop de pouvoir et un pouvoir idéologique
excessif. Et la décentralisation est allée beaucoup trop loin, en particulier dans des pays où on est carrément, avec la Catalogne, ils veulent, vous voyez, se séparer. Donc je pense que votre diagnostic tocquevillien est dépassé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut au contraire revenir sur Tocqueville et revenir au suffrage universel et au pouvoir de la majorité. Alors, évidemment, je ne crois pas du tout. Je crois qu'on est dans un monde tocquevillien parce que Tocqueville est celui qui a pensé la crise de la démocratie, notamment la crise de la démocratie de l'intérieur. Ce qui est intéressant chez Tocqueville, c'est que ça n'est pas un démocrate, j'allais dire, de cœur, c'est un démocrate de raison. Absolument. Toute une partie de sa famille a été exécutée par la terreur. C'est un aristocrate et il comprend deux choses. Premièrement, il comprend que la démocratie, c'est l'avenir. Et il comprend que cette démocratie qui est l'avenir est en même temps vulnérable et fragile et qu'elle peut être corrompue de l'intérieur. Et elle peut être corrompue de l'intérieur, comme vous l'avez dit, par des passions collectives, des embardés et des hommes forts, puisque pour lui, le risque, c'est pas que la démocratie soit trop faible, c'est que le contrôle soit pris par un certain nombre de tyrans. C'est ce qu'il appelle le despotisme démocratique. De fait, c'est ce qu'on a vu avec les totalitarismes, ou certains d'entre eux en tout cas, puisque Hitler et Mussolini sont arrivés au pouvoir d'abord dans le cadre des institutions avant d'installer l'État totalitaire. Même s'ils n'ont jamais eu la majorité, pour être tout à fait Ce que je trouve intéressant aujourd'hui chez Tocqueville, et là où on est dans un monde tocquevillien, c'est que aujourd'hui, le grand risque pour la démocratie, c'est qu'elle se défasse de l'intérieur, avec effectivement un peuple qui se retourne contre la liberté et qui préfère l'autoritarisme, soit pour des raisons de sécurité, certains disent même qu'il faut passer à des régimes autoritaires pour arriver à faire le réchauffement climatique. Et là où Tocqueville a eu raison, c'est qu'il a bien montré que cette menace, elle vient de l'intérieur. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est apparue de nouveau ? Elle est apparue de nouveau parce qu'il y a un certain nombre de dérèglements majeurs de l'économie, avec croissance faible, inégalité, déstabilisation des classes moyennes. Il y a des déstabilisations donc importantes des nations et de l'identité, de ce qui les soudait. Et puis il y a des problèmes de montée de la violence. Et que de fait, les institutions démocratiques n'ont pas réussi, pour l'instant, à répondre pleinement à ces difficultés. Mais pour terminer, oui, je vous en prie. Et quand on regarde par exemple les États-Unis aujourd'hui, je crois que précisément la résistance de l'état de droit, la résistance d'un certain nombre de médias sont des éléments qui font que la démocratie américaine, qui par ailleurs est fortement perturbée, résiste à peu près. Attendez, monsieur Barret, excusez-moi, parce que là on emploie des mots et on n'est pas d'accord sur le sens qu'on donne aux mots. La démocratie, pour vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'état de droit ou est-ce que c'est le pouvoir du peuple? Quand vous me dites que les médias et les juges permettent de sauver la démocratie face à Trump, moi je vous dis c'est exactement le contraire. Les juges et les médias interdisent à la démocratie de s'exprimer. La démocratie, c'est d'abord la volonté du peuple. Ce n'est pas la volonté des juges et des médias, et encore moins des associations. Excusez-moi, c'est une différence notable. Quand vous dites la démocratie risque de se déconstruire de l'intérieur parce que les peuples voudront un pouvoir autoritaire. Non, monsieur Bavret. La démocratie se meurt parce que le peuple ne peut plus parler et qu'il est bâillonné et qu'il est corseté par des minorités qui font la loi. Et parce que la démocratie meurt en Occident, non pas parce que le pouvoir est trop fort, mais parce que le pouvoir ne l'est pas assez. Vous vous souvenez évidemment de la phrase de Paul Valéry, si l'État est trop fort, il nous étouffe. Si l'État est trop faible, nous mourrons. Eh bien, nous en sommes là. Et vous faites un mauvais diagnostic. Vous faites un diagnostic désuet. C'est-à-dire que vous appliquez un diagnostic qui ne correspond plus à la réalité. Les peuples ne veulent pas un autoritarisme, ils veulent le pouvoir, ils veulent l'autorité, ils veulent l'État. Et non pas la liberté à toutes les minorités et à tous les lobbies qui font la loi au nom, qui profitent des libertés que Tocqueville, vous comprenez ce que je veux dire, que le monde tocquevillien a imposé. J'espère comprendre. Non, mais je veux dire, vous comprenez. C'est pas anti-Tocqueville, vous comprenez. J'admire Tocqueville, c'est évident. Mais d'ailleurs, en plus, c'est un très grand écrivain, donc je veux dire, c'est pas sa personne. Je pense aujourd'hui que le diagnostic tocquevillien est à côté de la plaque.
Nicolas Mavrez, est-ce que justement le populisme c'est une démocrature aujourd'hui? Alors non, je vais vous répondre et ensuite je reviendrai sur les questions d'Éric Zemmour. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on a effectivement de nouvelles formes de régime qui sont apparues. Donc, dans les adversaires de la démocratie, on a les démocratures. Les démocratures, ce sont des régimes autoritaires avec refus complet de l'état de droit, contrôle de l'économie, contrôle de la société, y compris par la mise en place de systèmes numériques. Donc ça, modèle Poutine, application par exemple Erdogan. Et là, on n'est plus dans l'univers de la démocratie. Alors, on a une forme dégradée qui est la démocratie libérale de Erdogan. Ensuite, on a deuxième adversaire, le djihadisme ou les théocraties type Iran. Mais ça, ce sont des adversaires de l'extérieur et qui désignent la démocratie comme un adversaire opposé. Ensuite, on a la corruption intérieure. C'est là où on retombe sur Tocqueville. C'est là qu'on a les populismes qui sont là encore très divers, parce que c'est vrai que cette notion est floue. On a des gens à l'extrême droite, des gens à l'extrême gauche, on a des sécessionnistes en Catalogne. Et donc, voilà un peu l'univers dans lequel on est. Et la démocratie, elle est finalement sous ce feu croisé. Les ennemis extérieurs, démocrature djihadiste, et la corruption intérieure, les populistes. Alors j'en reviens à la démocratie. Mais déjà, vous m'avez en partie répondu, donc je vous répondrai. En fait, il y avait, dans ce qui a été dit, je pense que là où vous faites erreur, c'est que la démocratie, ce qui est compliqué, c'est que c'est un système hétérogène. Donc oui, c'est le pouvoir du peuple, et c'est un principe, un homme, une voix, avec là des problèmes sérieux. Quand on prend par exemple la démocratie américaine, le poids de l'argent est tel que sur le un homme, une voix, on peut avoir quelques doutes, surtout quand ce sont le poids de l'argent quand c'est Trump qui gagne et pas quand c'est Hillary Clinton. Mais vous croyez qu'elle a dépensé moins? Vous croyez qu'elle est moins corrompue? Mais pardonnez-moi. Au moins, c'est son argent, lui. Mais pardonnez-moi, Éric Zemmour, mais je ne pensais pas particulièrement. C'était pas pour mettre en cause Trump plutôt qu'un autre. Je regarde aujourd'hui, si par exemple ça devait se terminer entre Bloomberg et Trump, on aurait 2 milliardaires de près de 80 ans. Est-ce que c'est la meilleure manière de faire fonctionner Il y a un biais de l'argent qui me paraît problématique, en tout cas qui fausse le principe un homme, une voix. Il est faussé par ailleurs par le système des États et les votes. En tout cas, voilà. Ça, c'est leur système, vous savez très bien. Le système un homme, une voix, mais ça n'est qu'une partie. Et il y a 3 autres choses qu'il ne faut jamais oublier. Premièrement, l'état de droit qui existe. Deuxièmement, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, l'idée qu'on a une majorité, une minorité, et qu'il faut un principe de modération, c'est-à-dire que la minorité accepte la loi de la majorité et que la majorité accepte de ne pas opprimer la minorité. Et aujourd'hui, c'est vrai que les choses sont tellement polarisées qu'il n'y a plus de dialogue. Et c'est ce qu'on voit au Royaume-Uni, et c'est ce qu'on voit en Israël, et c'est ce qu'on voit aux États-Unis, avec l'espèce d'incapacité dans un système de séparation des pouvoirs des camps à s'entendre. Et puis la dernière chose, c'est qu'il faut l'attachement aux valeurs de la liberté et une pédagogie de la liberté, parce que on ne naît pas citoyen d'une démocratie comme ça, on le devient avec de la pédagogie. 2 mots pour finir sur le diagnostic. En fait, on est d'accord. Nous sommes dans la plus grande crise de la démocratie depuis les années 30. Oui, et donc ça, mais on n'est pas d'accord sur pourquoi. Déni, déclin, voilà. Oui, c'est fondamental. Et on n'est effectivement pas d'accord, sans doute sur les raisons, et en tout cas sur la sortie. On est même à inverser. Et sans doute sur la sortie, puisque moi je pense que le remède, la solution à la crise de la démocratie, c'est la liberté politique. Nicolas Éric Zemmour. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté politique? Qu'est-ce que ça veut dire l'état de droit? Vous employez encore une fois des concepts avec lesquels je ne mets pas les mêmes choses que vous. C'est ça le vrai problème de notre discussion. Quand vous dites l'état de droit, si c'est l'habeas corpus et la protection des gens par le juge qui incarne la liberté, je suis aussi pour que vous, si j'ose dire. Mais si vous nous dites, comme c'est aujourd'hui, que c'est le juge qui a le droit de légiférer à la place du législateur, je dis non. Quand le Conseil constitutionnel explique que et estime que, au nom du principe de fraternité, liberté, égalité, fraternité, on a le droit de faire rentrer des immigrés clandestins, en quoi le Conseil constitutionnel a le droit de décider ça? Quand le Conseil constitutionnel décide que pour un obscur article dans la Déclaration des droits de l'homme qui parle de gratuité de l'enseignement, le gouvernement n'a pas le droit de faire payer des droits plus importants dans les universités pour les étrangers, je dis de quoi se mêle le Conseil constitutionnel. Ça, vous appelez ça l'état de droit, moi j'appelle ça le gouvernement des juges qui est contraire à toute la tradition française. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est contraire à la démocratie. Parce que le juge, en l'occurrence,
comme les médias, comme les associations, ne veulent plus entendre parler du peuple. Il y a une dichotomie entre ces gens-là qui pensent qu'ils ont la vérité révélée et le peuple qui ne pense pas comme eux. Et dans ce cadre-là, quand vous dites c'est le peuple qui menace la démocratie et le populisme, moi je ne suis pas d'accord avec vous. C'est le populisme, c'est le retour à la vraie démocratie. Orban, vous savez, monsieur Bavray, c'est De Gaulle en 58. Non pas évidemment pour la dimension du personnage, hein, je suis pas devenu débile, hein, mais aujourd'hui on traiterait De Gaulle de populiste. De Gaulle n'aurait jamais toléré que le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État ait de tels pouvoirs. Il n'aurait jamais toléré cette tyrannie des minorités. Alors je vais essayer de vous répondre. D'abord, le travail des juges, c'est pas d'écouter le peuple. Mais là où vous avez raison, c'est que c'est pas davantage de faire de la morale. Le travail du juge, c'est ce que disait Montesquieu. Pas de la morale, il faut de la politique. C'est ce que disait Montesquieu, c'est d'être la bouche de la loi. Oui, absolument. Et ça, c'est fondamental. Ah, oui. Et certaines de vos critiques sont fondées là-dessus. Le général de Gaulle, je vous rappelle qu'il a respecté l'état de droit. Il était furieux, mais il y a eu des décisions du Conseil d'État sur un certain nombre de généraux. Oui, une fois. Mais ils ont sauvé la vie de Salan et compagnie. Mais il se trouve que le général de Gaulle était furieux, mais il a appliqué. D'accord. Il a appliqué. Okay. Et donc, quand vous regardez cette 5e République, mais je voudrais en revenir au-delà de... Jamais le Conseil constitutionnel, vous savez très bien que le Conseil constitutionnel sur le général de Gaulle se contentait de vérifier que le Parlement n'entrave pas les compétences de la Constitution. Jamais il se serait mêlé comme Snell aujourd'hui. Je voudrais répondre parce que... mais c'est important de le dire, mais les juges parce que les gens ont oublié. Les juges sont un des éléments de l'état de droit et c'est vrai que les juges ont une responsabilité très importante et cette responsabilité, c'est de ne pas confondre leurs opinions avec le droit, ni la morale avec le droit. On est bien d'accord. C'est réglé. Pour aller plus loin, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Et là, il faut quand même regarder un peu dans le monde, parce qu'il y a aussi des gens qui risquent leur vie pour la liberté. Et eux, ils nous disent ce que c'est. Regardez, par exemple, à Alger, qu'est-ce que c'est que la liberté? Eh bien, c'est des gens qui préfèrent rester dans la rue plutôt que d'aller voter. Pourquoi? Parce que ce vote est complètement truqué et qui ne sert à rien. Eux, ils nous expliquent qu'effectivement, le vote peut avoir un sens suivant qu'il est organisé, manipulé ou qu'il est honnête. Regardons ce qui se passe à Caracas, regardons à Hong Kong. On a à Hong Kong des gens des étudiants qui risquent leur vie. Ils risquent leur vie pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir un certain nombre de garanties de l'état de droit que la Chine remet en cause. Regardons ce qui se passe à Caracas. C'est un pays qui a été ruiné par un pouvoir totalement... Alors pour le coup, celui-là, il vient du fin fond des pires totalitarismes du XXe siècle. C'est un des pays les plus riches du monde. Il a été ruiné par une politique complètement absurde. On a aussi des gens qui essayent d'arriver à un système qui soit un système qui conjugue le pouvoir des citoyens, l'état de droit et ce que j'ai indiqué, un principe de modération. Vous répondez à côté de la plaque, pardonnez-moi. Je crois que c'est concret. Non, l'état de droit, je vous ai tout dit tout à l'heure, si c'est seulement l'habeas corpus, évidemment que je suis pour, tout le monde est pour depuis des siècles, c'est pas le sujet. Donc on va arrêter cette discussion. Tout le monde n'est pas pour. Non, mais évidemment, mais entre nous deux, tout le monde est pour. Bon, nous sommes pour tous les deux, mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Deuxièmement, quand vous dites tout à l'heure, vous avez répondu à Christine et vous dites il y a plusieurs dangers pour la démocratie et vous mettez tout sur le même plan. Le djihadisme, Poutine, Erdogan, si vous dites tout ça c'est la même chose, il y a plusieurs. C'est extérieur, c'est pas la intérieur, extérieur. Oui. Vous faites un distinguo, oui, mais vous ne faites pas un distinguo de hiérarchie. Moi, excusez-moi, Poutine n'est pas un danger pour moi. Excusez-moi, Poutine a été élu par la majorité du peuple. Et la Russie, et j'aimerais beaucoup qu'on soit allié avec la Russie. Je ne vois pas un danger dans la Russie. Je pense que Poutine a tout à fait raison de faire ce qu'il a fait depuis une dizaine d'années. Le provocateur, ce n'est pas Poutine. Le provocateur, c'est quand l'OTAN arrive aux frontières de la Russie. Il est absolument scandaleux que les Américains, d'abord, aient continué à pérenniser l'OTAN alors que depuis 1989, il n'y a plus de danger soviétique, et deux, qu'ils soient allés jusqu'à la Géorgie, qu'ils aient voulu, vous vous souvenez, puisque c'est Sarkozy, pour une fois, qui a fait quelque chose de bien, qui a empêché que la Géorgie rentre dans l'OTAN. L'impérialiste, c'est les États-Unis. Ce n'est pas la Russie. On est là à faire un cirque parce qu'il a occupé la Crimée, mais vous savez très bien que la Crimée a toujours été russe, qu'elle est composée de Russes, et qu'il n'était pas question de laisser la base navale de Sébastopol aux Américains. Donc, moi, excusez-moi, je ne mets pas tout ça sur le même plan. C'est pas la même chose. Et les provocateurs ne sont pas ce qu'on croit. Il nous reste à peu près 5 minutes. Effectivement, on va parler de la stratégie de défense de la France, de l'Europe, et puis effectivement cette vision de Vladimir Poutine. Vous êtes d'accord ?
Dans les problèmes de la sécurité, on a évidemment les djihadistes. Donc aujourd'hui, l'État islamique a été battu au Moyen-Orient, mais il a essaimé du Nigeria jusqu'aux Philippines, et par ailleurs, il se recompose comme un réseau social dans nos sociétés. Donc c'est un problème majeur au moment où, malheureusement, c'était il y a un an, Strasbourg, et on ne peut qu'y penser. Ensuite, on a un retour de puissance qui nous désigne comme des adversaires. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter avec eux. La Russie ne nous désigne pas comme un adversaire, je vous assure, monsieur. Les discours de Poutine sont extrêmement clairs. Les cartes qu'il donne avec, y compris les missiles et les armes qui indiquent... L'OTAN. Donc, pas nous. C'est pas la même chose. Et par ailleurs, donc, on a la Chine, on a par exemple Erdogan qui vient quand même de nous poser un problème assez important, puisque en envahissant la Syrie du Nord, il se trouve que les Kurdes, qui par ailleurs avaient été nos meilleurs alliés contre l'État islamique, détenaient 90 000 djihadistes et leurs familles, mais dont 10 000 combattants qui sont relâchés dans la nature grâce au mouvement de M. Erdogan. Donc ça, c'est clairement un problème pour nous. Et donc un certain nombre de ces États-puissances nous pose clairement un problème. Alors, pour la Russie, qu'est-ce qu'a fait quand même la Russie? La Russie a violé les accords d'Helsinki de 1975 sur l'inviolabilité des frontières européennes. La Russie a violé le mémorandum de Budapest de 1994 qui disait que l'Ukraine acceptait de se dénucléariser à partir du moment où on garantissait ses frontières et sa souveraineté. Et enfin, les États-Unis ont suivi aussi. La Russie est sortie du traité qui interdisait les forces nucléaires intermédiaires en Europe. Donc, on a bel et bien un problème de sécurité avec... Non, je voudrais juste aller jusqu'au bout. Terminé. Ensuite, évidemment, c'est un peu ce que Kissinger avait fait en 1971 dans le camp marxiste, c'est-à-dire qu'en divisant la Chine et l'Union soviétique à l'époque, on n'a aucun intérêt à ce que la Turquie, la Chine et la Russie fassent une alliance. Et par ailleurs, avec les Russes, on est d'accord notamment sur la lutte contre le terrorisme. Et donc, dialoguons avec la Russie pour ce pourquoi les intérêts sont alignés. Vous avez peur de la Russie ou pas? Vous avez peur de la Russie? Mais il ne s'agit pas d'avoir peur. Non, mais je voudrais répondre. Alors, Éric Zemmour. C'est un acteur fondamental, il ne s'agit pas d'avoir peur. Évidemment, on est d'accord. Il s'agit d'avoir une stratégie. Vous définissez les démocratures par rapport à leur agressivité vers l'Europe. Le premier qui a violé l'intangibilité des frontières en Europe, c'est l'OTAN avec le Kosovo. Le deuxième est la dislocation de la Yougoslavie. Le deuxième qui n'a pas respecté les accords après la chute du mur de Berlin, ce sont les Américains, quand ils avaient promis de ne pas étendre l'OTAN au-delà de la RDA, et ils n'ont évidemment pas respecté cette promesse. Ça fait beaucoup. Et pour l'accord avec les missiles, je vous rappelle que ce sont les Américains qui, avant même que les Russes ne dénoncent le traité, avaient commencé à préparer des nouvelles armes bien avant les Russes. Donc, vous savez, encore une fois, tout ça n'est pas aussi simple. Maintenant, quand vous parlez du djihadisme, moi je pense que le djihadisme est un problème intérieur. Vous savez très bien, c'est un problème intérieur. C'est-à-dire que nous avons une cinquième colonne sur notre territoire qui est alliée en vérité des islamistes et qui est d'ailleurs nos attentats viennent de gens qui étaient français. Pour la plupart. Pas tous, parce que non, évidemment, heureusement pas tous. Voilà, donc c'est là aussi. Il faut être. On a aussi un risque, notamment. On a eu malheureusement beaucoup de formes de terrorisme. Le Bataclan, ce sont des commandos qui viennent de l'extérieur, et en revanche, Charlie, c'est pas des commandos qui viennent de l'extérieur. C'est tout à fait juste, et de même Strasbourg ou autres, voilà. Ou les plus récents. Donc on a cette double dimension à laquelle il faut répondre. Donc, en tout cas, pour revenir, j'allais dire, l'impérialisme américain, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que je ne pense pas qu'ils viennent... En fait, la réalité, c'est que pour la première fois, on a un président des États-Unis qui dit qu'il veut se retirer de l'OTAN. Oui. Donc le problème, c'est de toute manière plutôt la fragilisation de cette alliance. Et l'impérialisme américain, à mon avis, il existe, mais aujourd'hui, il passe beaucoup plus par le droit, la projection du droit américain, et par les technologies, avec le GAFAM. Mais très franchement, là, on est tout à fait d'accord. Pour le coup, l'OTAN en ce moment, c'est plutôt le tigre de papier, et Donald Trump est plutôt en train de faire ce que
Staline avait rêvé, c'est-à-dire là encore le démantèlement de l'OTAN Mais il n'y a plus du RSS. Un dernier mot pour conclure, Éric Zemmour. Il n'y a plus du RSS, c'est quand même fou de raisonner comme s'il y avait encore le RSS et de dire il fait ce que Staline avait rêvé. Non, il simplement... c'est quand même... La Russie n'est pas il nous reste encore 2 minutes. La Russie n'est pas l'Union soviétique, on est bien d'accord. Cela dit, la course aux armements, elle existe partout. Elle gagne le cyber, elle gagne l'espace, elle gagne les pôles. Monsieur Barret, vous savez très bien que le budget militaire américain représente celui des 10 pays qui suivent. Donc on est loin d'une rivalité entre la Russie, les États-Unis et la Chine. Mais il y a les problèmes des États-Unis, il y a les problèmes de l'Europe. L'Europe, son problème est clair, c'est qu'aujourd'hui, c'est un trop plein de risques, parce que de fait, quand on regarde tout autour de nous... Elle est désarmée déjà. Si on part de la Baltique jusqu'à Gibraltar, il n'y a pas un endroit calme. Il y a uniquement des endroits qui sont soit en guerre ouverte, soit en crise, soit... Vous voyez que l'Europe, c'était la paix. Mais c'est certainement pas aujourd'hui la réalité du monde, la paix. Donc, si vous voulez, ça a été une grande illusion de croire qu'on était dans le monde de Locke, dans le monde de Kant. La réalité du monde d'aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est Hobbes, le Léviathan, c'est Marx, la lutte des classes, c'est Nietzsche, l'Issurum, et puis c'est la guerre des dieux de Max Weber. Et donc l'Europe, elle a tout autour d'elle un monde en éruption, et c'est un vide de sécurité, parce que elle a un énorme déficit d'armement et que par ailleurs la garantie de sécurité américaine, c'est pour ça que les polémiques sur l'OTAN aujourd'hui sont la garantie de sécurité américaine, le problème c'est qu'elle est largement fictive et aléatoire. Ce qu'ont vu les Kurdes, ce qu'ont vu les Saoudiens face aux Iraniens. Il faut avoir plus d'OTAN ou plus de défense européenne. Je vous le fais pas dire. Qu'est-ce qu'il faut avoir finalement? Plus d'OTAN ou pas? Alors, parce que vous dites aussi que l'Europe est très agressée à l'extérieur. Comme il faut avoir plus de défense européenne, mais que les Européens sont obsédés par l'OTAN, il faut construire un pilier européen à l'intérieur de l'OTAN. Mais ça ne marche jamais. Vous parlez comme Sarkozy il y a 10 ans. Ça ne marche jamais. L'OTAN, c'est, comme disait le général de Gaulle, le protectorat américain. Ça ne sera jamais autrement. Vous savez, il n'y aura jamais de pilier de la défense européenne. C'est une chimère française. Le général de Gaulle s'est posé la question dans les années 50, puisque quand l'OTAN a été créée, il y a beaucoup de ses proches qui pensaient qu'il allait prendre position contre. Et il n'a pas du tout pris position contre. Oui, il en est sorti, vous avez raison. Mais non, mais il est sorti en 66 de l'alliance militaire intégrée. Il n'est jamais sorti de l'alliance politique. Et par ailleurs, je rappelle que dans toutes les crises de la guerre froide, de Gaulle a été un allié beaucoup plus sérieux, fidèle, solide pour les États-Unis y compris la plupart des pays européens qui étaient soi-disant les meilleurs élèves de l'OTAN. Il a été l'allié fidèle lors de la crise de Cuba. En revanche, sur la guerre du Vietnam, il n'a pas du tout été l'allié fidèle. Et par ailleurs, il a tenté de desserrer l'étau occidental quand il a tendu la main justement à l'URSS, Nicolas Bavret. Il ne faut pas avoir de vision idéologique. Mais ce n'est pas idéologique, justement. Il faut se dire quels sont aujourd'hui les intérêts de la défense de l'Europe. C'est amusant que vous me reprochiez une vision idéologique, alors que c'est vous qui avez une vision idéologique en voulant une alliance des démocraties. Moi, je veux justement une démocratie libérale.